Petit 2, les monnaies métalliques. Donc, selon les régions du monde, la monnaie métallique a existé hein, en parallèle des monnaies marchandises. Hein. C'est pas une succession de types de monnaies ultra précises. Hein. Les deux ont coexisté, mais on va dire que voilà, il y a des périodes où certains types de monnaies dominent sur l'autre. Les deux sont en concurrence. Donc, les monnaies métalliques vont finir finalement par s'imposer face aux monnaies marchandises. Mais c'est pas par hasard, hein. C'est parce que ce type de monnaie, en fait, remplit a un certain nombre d'avantages. Alors, ça peut être donc en or, en argent, mais aussi éventuellement en cuivre ou en bronze. D'accord? On en reparlera plus tard. Euh, alors, ces monnaies métalliques se sont imposées progressivement parce qu'elles avaient un certain nombre d'avantages. Notamment, elles sont inaltérables. Ça veut dire que elles ne pourrissent pas, elles ne rouillent pas. Donc ça veut dire que c'est une bonne réserve de valeur. On n'aurait pas pris comme monnaie métallique de la mauvaise ferraille, vous voyez, hein, qui rouillerait, qui finirait par se désagréger. Les métaux précieux, en général, ont cette particularité qu'ils traversent bien les années, sinon les siècles. Donc ça en fait des bonnes réserves de valeur. Ensuite, elles ont l'avantage également d'être facilement divisibles. Comme c'est du métal, il suffit de le casser en petits morceaux. On peut les refondre, on peut même leur donner une forme si on veut. Donc, pour essayer de payer un juste prix ou un prix précis, c'est assez facile avec de la monnaie métallique. C'est pas le genre de choses qu'on peut faire avec du bétail. Vous voyez, le bétail, on peut le découper, mais bon, ça nuit gravement à sa fonction de réserve de valeur. Donc, alors que le métal, lui, on peut le couper en petits morceaux. On peut en refaire des gros morceaux si on veut. Il n'y a pas de problème. C'est facilement divisible. Et enfin, troisième avantage, c'est que les monnaies métalliques sont acceptées par un grand nombre de personnes. Voilà, c'est-à-dire que c'est un équivalent général. Hein. Les gens acceptent d'être payés en monnaie métallique parce ils partagent tous la croyance dans laquelle c'est précieux. Hmm. Donc ça, c'est particulièrement avantageux pour qui veut faire du commerce avec des régions éloignées. Voilà, vous arrivez quelque part avec de la marchandise à vendre, bon bah il faut que vous soyez à peu près sûr que vous tomberez d'accord sur une monnaie d'échange. Donc les métaux précieux avaient cet avantage que peu importe où vous alliez quasiment, tout le monde était prêt à réaliser des transactions en métal précieux. Donc cependant, l'utilisation de monnaie en métal précieux n'est pas sans poser certains problèmes. Hein. Il faut par exemple pouvoir prouver la pureté du métal précieux que l'on utilise. Effectivement, si vous payez en or, par exemple, bon, bah, en vérité, l'or, il n'est jamais totalement pur. Il peut être mélangé, c'est une matière qui peut être mélangée avec d'autres composés qui ne sont pas de l'or. Donc là, bon, ça peut être un inconvénient pour celui qui se fait payer parce qu'il croit obtenir de l'or, mais en fait, il en obtient un peu moins. Par exemple, vous avez des matériaux comme l'électrum qui sont un alliage d'or et d'argent. C'est une matière où l'or et l'argent sont mélangés à l'intérieur d'un même morceau et on peut pas comment dire, les dissocier. Donc du coup, bon, c'est un peu compliqué. On n'est jamais vraiment sûr que le mec il nous paye vraiment en or. Alors bon, ça crée des doutes. Donc c'est une opération difficile qui rend l'utilisation de monnaie en alliage problématique. Euh, voilà, on peut pas toujours vérifier la teneur en or des pièces parce que ce serait trop long. C'est un vrai problème. Donc c'est pourquoi les monnaies métalliques en alliage ont été utilisées fut un temps au 6e siècle, mais finalement, elles ont été 6e siècle avant Jésus-Christ, mais progressivement, elles ont été remplacées dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, uniquement par des monnaies exclusivement composées d'or. Donc les alliages monétaires existent. Donc un second inconvénient des monnaies métalliques, c'est que il faut toujours peser ces monnaies pour connaître leur valeur. Elles peuvent avoir une forme de pièce ou de lingot ou ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est le poids. Donc, à chaque fois, il faut peser en fait pour être sûr qu'il y a bien le bon poids pour certifier la valeur. Donc, alors du coup, ça alourdit hein, les processus de transaction. Si vous voulez acheter un truc, bah voilà, alors il faut faire venir un spécialiste qu'on appelle un chef de pesée, qu'on espère être, ou qui est supposé être, on va dire, impartial. Et c'est lui qui va vérifier le poids des métaux précieux et dire, voilà, il y en a pour telle valeur. Mais c'est quand même c'est quand même très embêtant comme procédé. Et ça rallonge toutes les transactions. Ça augmente ce qu'on appelle les coûts de transaction, notamment en particulier, un coût de transaction important, c'est le temps. Le temps qu'on va mettre pour réaliser une transaction, c'est un coût. Et ça peut dissuader d'utiliser une monnaie. Donc, je vous laisserai lire la définition de ce que c'est que des coûts de transaction et en quoi donc c'est un problème de faire appel à un chef de pesée ou de payer en or
parce que leur valeur était fondée sur leur poids. Alors là, il va y avoir une grande innovation monétaire hein, successivement à cette époque. Euh, donc la véritable innovation apparaît au 6e siècle avant Jésus-Christ, puisque à cette période, vous avez un personnage dont au moins vous connaissez le nom, qui s'appelle Crésus, qui est alors roi d'une région de l'actuelle Turquie, qui s'appelle le royaume de Lydie, la Lydie. Et donc il va inventer ce qu'on appelle la monnaie frappée. La monnaie frappée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va fabriquer ou qui va faire fabriquer les premières pièces de monnaie contenant un volume d'or garanti. Ça veut dire que telle pièce frappée à l'effigie de Crésus, par exemple, on saura qu'elle vaut tant parce qu'elle a tel poids. C'est garanti par la pièce elle a tel poids. Et donc le souverain, hein, Crésus, met toute sa crédibilité de souverain en disant, voilà, moi mes pièces, c'est sûr, chaque pièce a ce poids-là, et donc il n'y a plus besoin de les peser, hein, je vous promets. Il suffit juste de regarder ce qu'il y a d'écrit dessus, et c'est bon, vous avez l'équivalent en or comme c'est écrit. Donc c'est ce qu'on appelle la monnaie frappée. Alors pourquoi frapper, hein, d'ailleurs, au passage? Parce que pour imprimer la face du souverain sur la pièce, il fallait frapper très fortement avec des outils pour voilà, déformer le métal pour que le visage s'imprime. Donc on appelle ça de la monnaie frappée. Encore aujourd'hui, hein, on dit qu'on frappe monnaie quand on dit qu'on va fabriquer des pièces. Euh, alors en réalité, hein, le poids en or inscrit sur les pièces sera toujours légèrement supérieur à leur poids réel. Ça veut dire que le souverain, il est malin hein, quand même, hein. Il met toute sa crédibilité dedans, mais il essaie aussi de gagner de l'argent. Donc à chaque fois, il ment un petit peu, il dit qu'il y en a un peu plus en termes de poids, alors qu'en fait la pièce elle est un petit peu plus légère. Ça lui permet de récupérer de l'or en fait, et de se faire une marge. Donc ainsi le souverain peut récupérer une petite marge sur chaque pièce frappée, et admettons la pièce, au lieu de faire, je sais pas, 20 grammes d'or, il y a écrit 20 grammes dessus, mais il n'y en aura que 18. Voilà. Et les 2 grammes, eh ben, il récupère. Et en faisant ça sur chaque pièce, bah, il peut refaire de nouvelles pièces, en fait. Et donc, il gagne de l'argent. On appelle ça comment dire, le seigneuriage, le fait de récupérer une marge sur, quand on fabrique des pièces. Et le fait de voler un petit peu d'or autour de la pièce, c'est ce qu'on appelle le rognage. D'accord? D'ailleurs, là, ça me revient, mais quand vous touchez les pièces actuellement, elles ont souvent sur leur circonférence plein de petites rainures. On les sent quand on les touche. Ça, c'est un héritage du passé, c'est que les gens qui fabriquaient des pièces ont fait en sorte qu'il y ait des rainures comme ça. Quand elles sont, si jamais elles étaient lisses, eh bien, on savait que la pièce avait été rognée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas exactement le poids inscrit dessus. C'est une manière de déceler les pratiques de rognage. Ok. Donc je poursuis. En outre, Crésus va imposer que seules les pièces de monnaie frappées à son effigie auront le droit de circuler dans son royaume. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a que les pièces de Crésus qui ont le droit de circuler. Les autres monnaies sont illégales. Du coup, il se place dans une position de monopole en matière d'émission de monnaie. Ce qui est quand même très avantageux puisque bah, il lui suffit de fabriquer des pièces pour avoir de l'argent du coup. Donc cette invention sera un grand succès puisque la plupart des empires et royaumes d'Europe et d'Asie adopteront la monnaie frappée. D'accord? Donc la Crésus. Grosso modo, vous avez la Lydie. Et là, un exemple de monnaie lydienne frappée. Alors là, c'est pas trop le visage de Crésus, mais au moins un symbole de sa part, un symbole se rapportant à lui. À partir donc du couronnement, alors là je saute, hein, je saute des siècles, hein, parce que sinon on n'en sortira jamais, mais voilà, quelques autres exemples, hein. Donc suite au couronnement de Charlemagne en 800 après Jésus-Christ, et donc du début de ce qu'on appelle la dynastie des Carolingiens, rappelez-vous au cours de primaire, est mise en place la livre au sein de l'Empire. Donc là vous avez un peu le système monétaire de l'époque, hein, une livre égale 20 sous qui égale 240 deniers. Et bon, il y avait des synonymes, hein, un sou c'était un shilling, et un denier c'était un pennies. Donc voilà. Ce système-là durera en France jusqu'à la Révolution, avec la mise en place en 1795 du système décimal. Ça veut dire qu'à partir de la Révolution, on changera en fait de système de prix, on aura le droit de faire des prix à virgule, et donc on changera de pièces en fait. Et donc ça perdurera jusqu'en 1971 au Royaume-Uni, donc ce système monétaire là. Ok.
En 1803, à la suite de la Révolution française, est mis en place ce qu'on appelle le franc germinal, donc 4,5 grammes d'argent. Le franc germinal, c'est la dernière fois que en France, en fait, les monnaies vont se rattacher à des métaux précieux. Quand le franc germinal aura disparu, les pièces n'auront plus jamais d'équivalent ou de contenance en or ou en argent. Donc on a voilà une pièce d'argent, le franc germinal c'était 4,5 grammes d'argent, vous avez un exemple ici. Toujours avec la face du souverain, hein, ça c'est resté. C'est pour ça qu'on parle de valeur faciale d'ailleurs, pour les pièces et les billets. D'autres pièces d'argent sont également émises pour 2 francs et 5 francs. Et à partir de la pièce de 10 francs et au-delà, on aura des pièces qui sont composées à 90% d'or pur. D'accord? Donc bon voilà, c'est pour dresser un peu un portrait de ces histoires, mais c'est passionnant, mais bon, on peut aussi, ça prend beaucoup de temps, donc on peut pas trop y rester longtemps. Donc ce système monétaire, donc il est fondé sur ce qu'on appelle le bimétallisme or-argent, c'est-à-dire qu'il y a deux métaux précieux différents qui coexistent en même temps dans le système monétaire. On appelle ça le bimétallisme. Ça a un certain nombre d'inconvénients qu'on n'a pas besoin de voir, ce sera trop compliqué. Mais ça va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc on va payer avec des pièces en or et en argent pendant un certain temps quand même. Par ailleurs, ce système aura servi de système monétaire pour plusieurs pays en même temps, comme une sorte de monnaie unique avant l'heure. C'est-à-dire qu'en 1865, vous avez 5 pays qui fondent ce qu'on appelle l'Union latine. Alors ils n'avaient pas une monnaie unique, mais la monnaie de chaque pays circulait dans chacun des 4 autres pays considérés, comme si c'était la leur en fait. Donc c'est un peu comme s'ils avaient une seule et même monnaie, mais juste ils acceptent que la monnaie des autres pays soit utilisée à l'intérieur de leur propre pays. Donc c'est une union monétaire qui est assez intéressante. Vous avez les pays qui en faisaient partie, hein, France, Belgique, Suisse, Italie, Grèce. Et donc en gros, voilà, la monnaie grecque circulait en France et on pouvait régler les transactions avec la monnaie grecque. Voilà. Et inversement, avec la monnaie française, on pouvait payer en Suisse ou en Italie en francs. Donc c'est une sorte d'union monétaire. Et ça a eu un grand succès. Il y a de très nombreux pays qui ont rejoint cette union latine, cette union monétaire. Un grand nombre, à part le Royaume-Uni et ses colonies, l'Allemagne et l'Amérique du Nord, et les pays asiatiques. Ok. Donc, et parallèlement au développement des monnaies métalliques, vont apparaître ce qu'on appelle bah, les premiers billets de banque, ou ce qui préfigure les premiers billets de banque, c'est-à-dire que ce qu'on connaît nous, voilà, c'était pas exactement ça quand ça a commencé. Ça avait une autre tête, c'était pas vraiment des billets, on va expliquer ça dans le grand 3. Donc on va voir comment sont apparus les premiers billets de banque, ce qu'on appelle donc le papier-monnaie ou la monnaie papier, hein, on peut le dire dans les deux sens. Et, euh, et donc voilà. Et ces billets vont être rattachés à un équivalent en métal pendant un certain temps, mais, euh, mais ça s'arrêtera à partir des années 1970. Donc on va passer maintenant au grand 3, au petit 3, pardon, sur l'apparition du premier billet de banque. Et je serai un peu plus succinct parce que c'est rédigé de manière assez détaillée. A priori, il y a pas de malentendu possible. Donc j'arrête la vidéo et j'enchaîne avec la dernière vidéo pour vous pour cette semaine.